Susanna Gazeux. Écrivaine de langue allemande née à Budapest, elle vit en Suisse. Elle a un grand intérêt pour la langue, les mots, leurs liens de parenté et d'étrangeté, pour leur passé et leur avenir, pour leur rapport à l'espace et au paysage. Dans Petite topographie instable, 2005, elle interroge les mots migrer, habiter, leur sens et leur réalité mouvante à travers la langue, l'histoire et le temps. Dans Cube danubien, 2010, elle choisit une forme fixe pour écrire l'épopée d'un fleuve en mouvement, tanguant de la poésie vers la narration et réciproquement. Se déplacer ou habiter. Jadis, wohnen aussi signifiait quelque chose comme se déplacer, à savoir chercher, ce que l'on pouvait trouver comme nourriture. En français aussi, ce mot pourrait continuer à se modifier et à s'élargir. On pourrait imaginer préhabiter, méshabiter, s'en habiter d'un endroit, surhabiter un lieu, se cohabituer avec d'autres personnes. À noter que cette cohabituation devrait être pratiquée simultanément par toutes les personnes concernées. Bien sûr qu'à chaque endroit, il y a toujours quelqu'un qui y habite et y est assis depuis plus longtemps que celui qui est arrivé après coup. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais on pourrait, avec le temps, se cohabituer, et les itinérants nouveaux et anciens, ainsi que les assis nouveaux et anciens, ne devraient pas trop se soucier des durées. Si une personne ou une famille, ou plusieurs familles, ne sont assises dans un endroit que depuis quelques semaines, et que d'autres gens encore viennent se joindre à elles pour s'asseoir à ce même endroit, il n'y aura guère de problème, sauf s'il ne reste plus un seul mètre carré pour les nouveaux arrivants. Mais avec le temps, les enracinés les plus anciens ont des habits et des enracitudes bien ancrées, et ils ont le sentiment qu'un lieu leur appartient à eux et pas aux autres. Dans son journal, Gombrowicz a écrit qu'aussitôt que l'on mentionne un Anglais, un Français ou un Allemand, on se représente immédiatement une personne entière, sans aucune description supplémentaire, que cette personne pouvait même figurer dans un roman comme anglais ou allemand et qu'elle serait reconnaissable pour le lecteur. Il n'en va pas de même pour les pays moins connus. Les personnes originaires de ces pays, selon lui, doivent d'abord être dépeintes de façon précise, sans quoi elles n'ont pas de visage. Observer des migrants ou les faire figurer dans un roman est encore nettement plus difficile. Que veut dire migrant ? Les beaux étrangers, ils doivent faire partie de tout pays et s'appartiennent à eux-mêmes, me disais-je. Dans ce sens, j'étais aussi contente de ma propre histoire. Je me disais que c'était bien de pouvoir faire partie de Vienne et de Hambourg et d'autres villes encore. Je connais une Française, une femme originaire d'un pays connu. Elle vit en Allemagne depuis des décennies, mais n'arrive pas à s'asseoir tranquillement. Dans ce cas précis, c'est elle qui ne veut pas oublier d'où elle vient, et peut-être ne le voudra-t-elle pas dans 100 ans, ou dans 300 ans. Certains vivent plusieurs centaines d'années dans un autre pays et restent ce qu'ils étaient avant. Pourtant, 100 ans, c'est un siècle, et 100 ans ne peuvent pas passer ainsi sans que rien ne change. 100 ans, c'est 3 générations, et c'est grave si 100 ans ne changent rien. Ce qui est grave, c'est quand ceux qui sont assis ou ceux qui les ont rejoints se défendent encore après 100 ans. Le temps n'est pas une chose anodine. Personne ne peut prétendre qu'il n'existe pas. Où se trouve-t-il quelqu'un pour croire qu'il n'existe qu'un seul temps décisif, le passé, un passé ancien et indéterminé où l'on a décidé d'un lieu précis pour chacun, et qu'à présent, il s'agit d'établir un ordre ancien, que le moment est venu de ranger, et tous les Germains, avec toutes les tribus slaves et romanes, émigrent là d'où ils sont venus jadis. Il faudrait aller récupérer les Espagnols et les Anglais, bien sûr, en Amérique, jusqu'à ce qu'ils puissent ou doivent aussi retourner dans les lieux qui leur ont été attribués sur le territoire indo-germanique. Les Hongrois et les Finlandais traverseraient les montagnes de l'Oural jusqu'aux montagnes de l'Altaï,
où, bien que leur parenté ne soit pas encore tout à fait élucidée, ils rencontreraient les Japonais et là-bas les attendraient déjà les Esquimaux. Tous seraient bien réunis tels qu'ils étaient à l'origine, comme si durant tout ce long intervalle ils n'avaient été que des transmigrants. Mais seront-ils réunis alors sur le plan ethnique? Ou seront-ils rassemblés et refoulés selon des critères linguistiques? Qui doit retourner à quelle époque? Il sera toujours instructif de savoir d'où vient une personne à l'origine. Même avec les mots, c'est le cas. Le passé est intéressant. Il sera toujours palpitant de savoir d'où quelqu'un vient, mais aussi où il va. Pourquoi quelqu'un s'éloigne-t-il de plus en plus de son lieu d'origine? Qu'est-ce qui l'attire où? D'où voudrait-il à tout prix faire partie? Et pourquoi ça? Je pourrais maintenant aller vivre à Odessa ou à Montréal, et que se passerait-il alors? Si j'avais depuis toujours voulu aller vivre à Montréal ou à Madrid, à quel endroit appartiendrais-je? Cube danubien. 6e cube. Et si depuis toujours, tout le long du Danube, on avait parlé en anglais, cette langue ouverte à tout un chacun, parfaite pour incarner les idées? Bang, bang, ainsi résume une chanteuse célèbre aujourd'hui ses essais d'enfant au piano. Bang, bang, ce fut sa première musique. Joliment dit, ma foi. Mais comment le traduire en allemand ou en slovaque? Le Danube anglais, lui, agite l'eau. Des tourbillons nouveaux apparaissent, des turbulences. Sur le fleuve se forment d'épaisses tresses d'eau qui se précipitent vers la rive. Un Danube anglais se vautrerait dans son lit. Son désir serait que la mer accourt à sa rencontre, une marée, comme en ont les grands fleuves d'Angleterre. Et Shakespeare aurait vu le jour à Vienne ou dans la courbe du Danube. Les Hongrois parleraient son anglais, pour sûr. Quand ils danseraient, ils diraient « waving ». Bartók, dans un tel environnement, aurait composé d'autres chansons que celles que nous lui connaissons. En fait, il serait inconnu, le Bartók anglais, comme un nom jeté dans le fleuve. En Slovaquie aussi, on parlerait le haut anglais et jusqu'au delta, ce qui là-bas, au paradis des oiseaux, ne changerait pas grand-chose pour eux. Mais peut-être que l'anglais, au fil des siècles, prendrait une sonorité slovaque, facile à confondre avec du hongrois ou du serbe ou du roumain. C'est que chaque région possède sa résonance et que chaque paysage exige une façon de parler bien précise. Sur les rivages venteux, c'est un chantonnement marqué qu'il faut pour pouvoir se faire entendre. La voix doit monter et descendre. Une parcelle de ce qu'on dit filtre à travers le vent et la plupart du temps cela suffit. Mais au bord du Danube, nul ne biaise, on parle, on appelle tout droit dans la plaine sans diphtongue, sans OU ou AOU, et sans aucune autre de ces voyelles pivotantes. Plus exactement, les voyelles indécises d'Odeline, le long du fleuve jusqu'à Linz ou Vienne. Mais en aval, au plus tard après le coude, l'anglais changerait, s'adaptant au climat et surtout au fleuve qui jusqu'à son coude coule, transparent vers l'est, et puis au pied d'une montagne ou d'un massif capitule et bifurque. Bifurque à angle droit, c'est un tournant, car à partir de là, notre Danube, tout révolutionné, prend tout son temps, s'étale, large fleuve dans la plaine, parlant la langue de la plaine, et plat comme un crocodile. Des crocodiles là-bas, il n'y en a pas, mais le fleuve court, large, bas sur pattes, et l'image s'insinue. Il voulait couler vers l'est, puis il a viré plein sud, comme sous l'effet d'un électrochoc. Et pourtant, tout reprend ensuite son juste cours. Des fonds vaseux, plus de huchons du tout, car il n'aime que les eaux transparentes. Le paysage est plus plat. À partir de maintenant, on va tout droit vers le sud, plein sud, aussi large que possible. On s'en fout de ce qu'en pensent les autres et que leurs commentaires nous parviennent en anglais ou pas. Ils ne portent pas vraiment. Penser peut être intéressant, mais pas absolument pour le Danube. Sauf bien sûr que tout s'écoule et tout change.
Voilà pourquoi la pensée évolue au fil du temps. Voilà pourquoi les mots changent aussi. Ils pensent avec nous. Certains, c'est logique, sont tombés en désuétude, même au bord du Danube. Mais il y a maintenant des mots anglais tout neufs, car ceux nombreux qui voudraient vivre à l'ouest aiment tout ce qui est anglais. Ils s'en vont, ils remontent le courant et méprisent leur Danube oriental, hélas. Mais dès le coude du Danube, ils commencent à tanguer. Il faut un peu considérer la volte du fleuve pour bien comprendre ce qui s'y déroule. De vieilles histoires rouillées y flottent, avançant et reculant. En fait, elles s'estompent. C'est pourquoi les gens titubent quand ils s'en vont pêcher des vieilleries. Brume à l'allemande, grisaille à la russe, velours turc et autres reliques.